6 ans, sous l'impulsion de Jean-Paul Tchandou, le producteur, nous nous sommes engagés à remplir une mission simple, celle de vous expliquer et de vous permettre de mieux maîtriser les mutations de l'économie camerounaise. Stratégie, premier magazine télé entièrement consacré à l'économie, a donc à travers des reportages, des portraits, des enquêtes, mais également des invités grands témoins, choisis et triés sur le volet, rempli sa mission avec passion, détermination, foi et surtout conviction. Parvenu à la 100e édition, quel plaisir pour nous d'avoir contribué durablement au rayonnement de l'économie camerounaise en vous donnant les clés, vous aussi, pour pouvoir comprendre ces mutations et en percevoir les subtilités. Voici Stratégie, la 100e, le sommaire vous est présenté par Jocelyne Zo. Sommaire de stratégie. Où se détendre en cette période de veille de fête? Quels loisirs créatifs sont à votre portée en fonction de vos moyens? Stratégie vous emmène à la découverte des nouveaux loisirs à Yaoundé. Ne manquez pas notre focus sur la randonnée, la nouvelle tendance des activités sportives au Cameroun. Enfin, embarquez à la découverte des sites touristiques de la région du Nord. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Vous êtes caché loin là-bas, rien à voir. Dans quelques semaines, les carillons des fêtes de fin d'année vont donc résonner dans la ville de Yaoundé, comme partout dans le monde. Et parmi les préoccupations des parents, au-delà des vêtements et bien de l'alimentation, qui sont les questions traditionnelles, il y a également celle des loisirs et des distractions pour leurs enfants. Comment permettre à leurs enfants de se distraire et surtout d'avoir des loisirs constructifs? Achille Foumena, Arnold Ndal et Richard Mani Ongene ont mené l'enquête pour vous et vous proposent de découvrir quelques loisirs qui sont plutôt intéressants dans la ville de Yaoundé. C'est le cas de ce tour en quad que moi je fais ce soir pour vous. Reportage. Dans une capitale en mouvement permanent, les espaces de loisirs ne sont pas un luxe, ils sont une nécessité. Nécessaires pour le bien-être, nécessaires pour la santé mentale, mais aussi pour l'équilibre social d'une population urbaine, souvent soumise au stress quotidien. Yaoundé, capitale politique, mais aussi lieu par excellence des émotions, et autres moments de détente proposés par différents espaces de loisirs. À chaque fin d'année, la ville revêt son visage de fête. Principale attraction pour cette période de fin d'année, Yafé. Yaoundé en fête, un rendez-vous désormais ancré dans les agendas. Mais au-delà de cet événement phare, c'est toute une offre en loisirs urbains qui rythme l'ambiance des jours ordinaires de la ville.
Tout commence avec Yafé, Yaoundé en fête. Rendez-vous de fin d'année dans la capitale camerounaise. Le projet est né de l'imagination d'un homme et de la volonté d'une fondation. Alors, on n'a rien inventé nous-mêmes, on n'a rien proposé, mais on a répondu à des suggestions qu'on a reçues à l'époque du délégué du gouvernement à la communauté urbaine, qui, dans le fond, nous avait contacté pour dire est-ce que vous pouvez faire un projet de qu'est-ce qu'on peut faire pour animer la ville pour les Yaoundéens durant les fêtes. Voilà, c'était simple. Alors, on a réfléchi. C'est une question que on trouve très intéressante. Et on a essayé de la travailler simplement avec des sondages d'opinion de la région de Yaoundé. On n'est pas allé chercher ailleurs. On s'est dit, pour que ça colle, il faut que les gens soient concernés directement. En décembre chaque année, Yafé devient une véritable cité dans la ville de Yaoundé, un espace de vie, de partage et de divertissement où se rencontrent familles, commerçants, artistes et enfants. Ça nous a permis de voir la nécessité de penser aux manèges qui sont attractifs pour une large part de la population qui a des enfants. L'âge des enfants est aussi assez large. Et puis de mettre toute une série d'activités qui fait une sorte de polyvalence de ce qu'on trouve à faire quand on entre dans Yafé. Voilà, c'est comme ça. Alors on est parti sans se casser la tête plus loin, j'entends. C'est assez simple, parce que c'est collé au réel, c'est collé à la réalité. Yaoundé en fait, au fil du temps a fait sa mue. Ce n'est plus seulement le temps d'un événement festif. L'initiative est devenue un projet social et économique, un concept créateur d'emplois qui stimule l'économie locale en même temps qu'il offre aux citadins un espace de respiration. Au fil des temps, on a vu que on arrive à la 19e édition l'année dernière. Chaque fois, ça augmente un peu en qualité. Et puis, surtout, ça augmente le nombre de visiteurs. Et sans faire grand-chose, on arrive au visitorat le plus important au Cameroun pour quelque chose de non sportif. On arrive à 300 000 visiteurs en 2 semaines. C'est donc une très bonne nouvelle parce que ça fait quand même une population importante qui participe à quelque chose. Et en une vingtaine d'éditions, Yafé est devenu un repère reposant sur 4 principaux piliers. Gastronomie, galerie marchande pour les bonnes affaires, dimension artistique et côté loisirs avec jeux et manèges. Pour l'édition 2025, l'organisation promet des moments encore plus forts, plus inclusifs et de forte convivialité. Et cette année, on va faire quelques nouveautés au niveau des exposants, au niveau de la possibilité de trouver des exposants différents. On a le FNE qui va venir faire une petite bourse de l'emploi, comme ils font dans d'autres moments. Mais là, ils ont décidé de venir à Yafé. On aura au niveau de l'artiste et de la culture, on aura un 2e podium. Donc on a une structure qui va mettre en quart podium. Donc il y aura deux zones de concert et d'animation culturelle. Nous-mêmes, on va essayer de forcer sur la qualité des artistes, de faire une soirée d'ouverture avec le jubilé, quand on va faire une fête, on va inviter les exposants qui nous suivent depuis le début pour faire un jubilé. On va faire une distribution aussi de cadeaux à certains. Et on va mettre sur le site, par certains exposants, il y aura des tombolas avec voitures et motos à gagner. Et sur le 2e podium, il y aura souvent, pratiquement tous les jours, des concerts, des concours qui vont permettre de gagner aussi certains prix. Un espace repensé pour plus d'attractions, plus d'activités,
avec une offre gastronomique de visiter qui fait souffler un air de détente et d'évasion particulière sur la ville aux 7 collines. Yaoundé en fait son bon nombre de chemin et a passé le cap d'un rendez-vous ponctuel pour s'étendre sur le long de l'année. Yafé, c'est aussi une présence permanente dans la vie de la cité avec ses manèges qui offrent aux familles une alternative aux loisirs. C'est tout le monde aussi sur le plan social. Bon, il y a une majorité de population ouvrière et travailleuse, mais il y a aussi des cadres. On voit des ambassadeurs venir avec leur famille. C'est quand même, il y a un mélange qui se fait tout seul. On ne l'influence pas. Et au fil du temps, si on réfléchit, nous, en termes de stratégie, c'est-à-dire si on commence à réfléchir, qu'est-ce que ça signifie en stratégie, je pense qu'on comprend pourquoi, pour l'instant, le nombre de mairies, de grandes mairies de villes, ont d'autres chats à fouetter que penser les loisirs. Il y a eu une exception à Yaoundé par un homme qui avait cette vision de faire quelque chose pour sa population, mais que avec les autres mairies, ça viendra. À quelques encablures du palais des sports de Yaoundé, un autre concept prend de l'ampleur. Nous sommes au Maya Squad, espace hybride où se mêlent sport, détente et culture urbaine. C'est un centre de loisirs pour enfants et grandes personnes. Maya Squad met principalement à sa disposition des jeux pour toutes les catégories d'âge. Bon, à partir de 4 ans principalement jusqu'à X âge, nous avons des quads qui sont notre activité principale. Nous avons des piscines, nous avons des trampolines, nous avons des jeux de table parmi lesquels le ping-pong, le badminton et le billard. Ici, le loisir devient un mode de vie et les jeunes trouvent un espace pour s'exprimer et s'évader. Ce sont des motos à 4 roues qui permettent de circuler sur un espace de gravier et c'est une activité de sensation forte en fait. Nous avons les squads à partir de 4 ans. Donc à partir de 4 ans en principe, l'enfant devrait avoir les aptitudes nécessaires pour pouvoir manier un quad. Mais si l'enfant n'a pas ces aptitudes-là, nous mettons des moniteurs à leur disposition pour les conduire. Et après, les grandes personnes, c'est pas difficile. On leur montre juste comment ça fonctionne et puis ils s'en sortent facilement. Le trampoline, c'est une espèce d'engin de saut à rebondissement, si vous voulez. Donc les enfants entrent à l'intérieur et ils ont la possibilité de sauter dessus. Ça leur procure aussi beaucoup de plaisir. Après quelques mois d'existence seulement, l'activité commence progressivement à drainer les foules. Nouveau pôle d'attraction pour les familles, les sportifs, sans oublier les entrepreneurs culturels et autres accros de la gastro. L'espace Maya Squad s'est inscrit dans la nouvelle dynamique de promotion des loisirs urbains de proximité. L'espace de loisirs Maya Squad vient de l'idée d'une jeune promotrice qui a observé que dans la ville de Yaoundé, il manquait beaucoup de centres de loisirs pour enfants et adultes en même temps. Nous observons dans les centres de loisirs beaucoup plus qu'il y a des jeux pour enfants, uniquement pour enfants. Par contre, à Maya Squad, ce que nous proposons, c'est une activité pour enfants et grandes personnes. Donc cela part de là et l'idée est venue après aussi plusieurs observations à l'extérieur. Vous voyez, quand on sort du pays, on observe certaines choses et on ramène ça au pays. Aujourd'hui, nous sommes en cours de semaine, il y a moins de monde. Mais le week-end, c'est surabondé. Le week-end, il n'y a pas moyen. Et
tu sens l'engouement chez les enfants et chez les grandes personnes. C'est-à-dire tu vois un monsieur qui sort, qui vient là en veste, et qui enlève sa veste et qui monte sur le quad et prend plaisir. Donc ça permet aussi de s'évader, de se distraire, de ne pas rester dans le cadre professionnel qui est d'abord stressant et puis de ne pas aussi trop rester pour les enfants dans le cadre scolaire qui est aussi stressant. Donc ça permet le week-end de s'ouvrir l'esprit, pour tout âge en fait. Fini les longues distances ou les sorties réservées à une certaine élite. Ici, chacun peut profiter d'un cadre agréable, sécurisé et accessible. Pour de nombreux habitants, l'initiative a changé la perception des loisirs à Yaoundé. Des quads, nous en avons une quarantaine. Nous en avons une quarantaine et en termes de jeux de table, nous en avons, je crois, 4 ou 5. D'ici décembre, il y aura un aménagement précis qui sera fait dans le site pour davantage faire plaisir et redonner cet engouement et ce dynamisme à nos consommateurs. Nous savons que pendant les vacances, des populations ont tendance à migrer. Donc, que ce soit la population de Yaoundé, du Cameroun en général et même de l'extérieur, j'invite tout le monde à venir faire un tour à Magnès Cap. Dans une ville où le stress du train quotidien pèse de tout son poids, ces espaces deviennent des poumons sociaux et économiques. À une dizaine de kilomètres de Yaoundé, en franchissant la limite entre le département du Mfundi et celui de la Liké, un autre visage de loisirs se révèle. Ici, loin des bruits de la ville, mais tout près de ceux qui l'habitent, l'expérience s'inscrit dans un cadre authentique, épousant la nature, les traditions et la convivialité africaine. Nous sommes au village Bantou, dans la localité d'Obak, ici, l'arrondissement de Kola. Un site écotouristique qui attire chaque fin de semaine des centaines de visiteurs dont la majeure partie se recrutent dans la ville de Yaoundé. Pensé comme un espace de retour aux sources, le village Bantou propose un modèle alternatif de loisirs. Loisirs enracinés dans la culture locale, valorisant environnement, tradition, gastronomie et patrimoine immatériel. Un positionnement qui séduit particulièrement les familles venues de la cité capitale en quête d'air pur, de calme et d'expériences à la fois éducatives et divertissantes pour leurs enfants. On a décidé de nommer cet endroit village Bantou parce que si on disait village, ça allait être comme une sorte de discrimination et tout. Nous savons qu'ici c'est une zone où habitent les Bantous. Et en nommant village Bantou, on a pensé que c'était plus ouvert à tout le monde. C'est un groupe de jeunes, dont 3 personnes à la base. Et puis on a lancé le projet depuis 2006 et jour après jour, le travail continue. Depuis plusieurs années, la fréquentation explose. Proximité, authenticité, sécurité et tarifs accessibles. Un cocktail qui attire aussi bien les amoureux de la nature que les familles nombreuses ou encore des jeunes en sortie de week-end. Je viens vivre comme un Bantou, je suis Bantou. S'il y a dans un village Bantou, il faut que j'y aille. Donc je peux manger des légumes ici, je peux manger le ndomba, je peux manger le poulet, bref, je peux boire du vin de palme. Bref, quand je suis ici, c'est une sorte de retour aux sources. Et vous voyez le calme, l'air qu'on respire, tout est tellement bien ici que lorsque vous voulez vous détendre, vous voulez vous reposer, vous venez ici. Il y a des fruits, des goyaves, des papayes, des corosols, tout cela, des mangues. Bref, vous êtes au village. Dès que je pars de la ville et pour venir manger le ndomba, je sors du Guatemala, très loin au sud du Mexique. Et j'avais toujours en tête que dès que je rentre au Cameroun, il faut que j'aille directement manger le poisson au village Bantou.
Au-delà de la détente, le village bantou valorise un pan entier du patrimoine culturel camerounais. Architecture traditionnelle, artisanat, cuisine locale, danse patrimoniale. Une initiative qui profite également à l'économie locale. Artisans, producteurs et guides issus des villages environnants y trouvent chacun son compte. C'est toute catégorie confondue. Le village bantou n'a pas de tranches d'âge. C'est ouvert à tout le monde, comme on a dit au départ. Alors, dites-nous un peu, quel genre de poisson on a dans cet étang? Dans ce bassin, on a mis les poissons sur lui. Oui. Généralement appelés poissons chats. On les attrape facilement. Oui, très facilement, mais sauf que comme le... Attention, ça bouge là, ça bouge là. Ça veut dire que toi tu es plus chanceux. Oh là là, oh là là, oh là là, ça bloque là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Il faut une méthode. Oh là là, oh là là. Il faut une méthode. Attendez, je viens vous... Oh là là. Vous soulevez un peu. Oh là là, oh, je l'ai eu. Oh! Tombé. Oh là là. Un cadre calme et paisible, dans un oasis de paix. Genre, tu arrives, c'est loin de bruit, loin de tout ce qu'on connaît à Yaoundé, loin des odeurs et tout, la pollution. En plus de ça, le village bantou a ses spécialités en plat. Genre, poisson d'eau douce, produit directement au village bantou. On a les poulets que vous entendez chanter là, produits au village bantou. On a des canards produits au village bantou et de façon bio. Il y a les boissons, il y a le matango sur commande qu'on a au village bantou également. Il y a des boissons pour ceux qui veulent des boissons qui viennent de l'extérieur. Il y a des boissons. Les jus naturels sont produits au village bantou. On a par exemple les jus de corosol, on a par exemple les jus d'ananas, on a par exemple les jus de papaye et de goyave. Tout ça est produit au village bantou. À Aubac, l'expérience des loisirs se veut immersive, éducative et connectée à la terre. Le village bantou s'inscrit dans une dynamique nouvelle, celle d'une offre de loisirs qui prend racine dans la tradition locale en s'ouvrant à la modernité et qui, au-delà de son positionnement géographique, s'impose comme l'une des échappées préférées des habitants de Yaoundé. Ce qui est sur le grillage pour le moment, c'est le kiwi braisé et non braisé, poisson carpe braisé et non braisé. Il y a les poulets. Ce qui est là maintenant, c'est les commandes. Donc, quand quelqu'un veut, on retire ça dans l'eau vivant, on tue. Mais comme pour le moment, on a passé les commandes, on a les vivants qu'on a déjà sélectionnés. C'est là où on prend, on tue avant de mettre sur le grillage. Un poisson tiré dans l'eau, que ce soit carpe ou poisson sciure, demi-kilo, c'est 3000. Pour les fins d'année, le village bantou est en train d'innover. Voilà déjà le podium qu'on est en train d'achever. Et il y a une playlist qu'on est en train de caler pour ce qui concerne l'animation des artistes. Je pense que ça va se faire. Il y a des activités qui sont prévues. Il y a même d'autres trucs que le village bantou compte ajouter. Le village bantou compte ajouter un petit manège pour les plus jeunes. Donc ça va se passer de ce côté-là. Il y aura un petit manège, il y aura des petits jeux qu'on va ajouter, il y aura des courses au vélo, il y aura du damier, il y aura du lido. Bref, tout ce qui concerne... Du songo aussi? Du songo pour ceux qui aiment bien jouer. Bref, tout ce qui concerne le divertissement, le loisir, le village bantou a décidé de faire un truc particulier cette année. À travers Yafé et ses initiatives à l'année, Magné Squad ou encore des sites écotouristiques comme les villages bantou, l'évidence est claire. L'offre de loisirs existe bel et bien autour de Yaoundé. Seulement, elle reste encore en deçà des besoins réels des habitants. Dans une ville de plus de 3 millions d'âmes où les familles recherchent des espaces de respiration, des moments d'évasion, beaucoup reste encore à faire. Entre activités modernes et écotouristiques, les solutions se multiplient, souvent portées par des acteurs privés.
Pourtant, pour répondre durablement à la demande, Yaoundé doit se réinventer à travers des projets d'investissement structurants et une véritable politique de loisirs pour tous. Aller au parc, au manège ou à Yafé, ça, ce sont des loisirs, on va dire, un tout petit peu classiques de la vie de nombreux Camerounais. Je vous propose à présent d'aller découvrir quelque chose d'unique. Un loisir qui se veut à la fois touristique, mais surtout sportif. Il s'agit de la randonnée. Chaque week-end, de nombreux Camerounais se lancent à la découverte des lieux les plus inaccessibles de la ville de Yaoundé, notamment les collines de notre capitale. Elumden, Messa ou encore Mbankolo font partie de ces destinations qu'ils explorent suivant leurs guides qui sont plutôt bien outillés. Jocelyne Zo et bien sûr Richard Mani Ongene avec Arnold Ndal ont fait le périple pour nous permettre de découvrir la randonnée. Attention, dépaysement garanti, mais surtout il faut s'armer de patience pour suivre notre équipe de reporters. C'est à la fois une activité sportive et un loisir de contemplation et de découverte. Et pourtant, au Cameroun, la pratique tarde à s'inscrire dans les habitudes des populations, malgré le fort potentiel à la fois historique, culturel et géographique dont dispose le pays. Et pour cause, dans la perception de la grande majorité, c'est le sport des Blancs. Personnellement, moi, je n'ai pas encore pratiqué une randonnée parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire en amical ou en groupe. Quand vous voulez vous distraire, qu'est-ce que vous préférez actuellement? C'est du football ou du basketball. Vous pensez ce que c'est qu'une randonnée? Non, je ne connais pas. Je ne sais pas. Ah, alors, quand vous voulez faire du sport, vous distraire en groupe, qu'est-ce que vous privilégiez? Quand je veux faire du sport, je préfère souvent me faire jouer au ranège, tout ça. J'ai déjà pris part à une randonnée. Bon, c'était pas ici, c'était dans un pays voisin. Alors là, c'était sur les grottes. Nous avions marché, c'était vraiment spectaculaire, mais c'était fascinant. Malgré cela, la communauté des randonneurs du Cameroun ne cesse de grandir et la pratique trouve peu à peu sa place dans les programmes des loisirs des adultes et même des plus jeunes. C'est le cas des adhérents de Djabama Cameroun, une agence spécialisée dans l'organisation des voyages touristiques et des randonnées dans toutes les régions du Cameroun. Djabama Cameroun, qui vient du Fufulde et se traduit en langue française, bienvenue au Cameroun. Une invitation à la découverte du pays que nous acceptons avec plaisir en nous joignant à la troupe pour aller à la découverte du mont Bankolo dans la ville de Yaoundé. Première étape de cette aventure, le repérage. 3 jours avant la randonnée, nous retrouvons donc les guides Marius Azaria et Yves Somba pour cette étape importante dans l'organisation. Bonjour. Bonjour. Oui, alors c'est quoi le programme de la journée? Aujourd'hui, c'est juste le repérage qu'on va faire, la reconnaissance du site. Le parcours, baliser le parcours, regarder les obstacles. Oui. Or, nous allons en forêt, donc ce qui est sûr, il y aura les fourmis, on appelle ça comment, les piqûres, les moustiques, tout ça. Donc, on doit baliser la route. On doit créer un chemin que les gens doivent suivre dimanche. C'est ça le but d'aujourd'hui. Donc ça sert à préparer le chemin de dimanche. Oui. Est-ce que ça se fait à chaque expédition ou alors après vous avez des parcours déjà? Chaque expédition on fait ça. Généralement on randonne les samedis. Oui. Donc ce week-end c'est parce qu'il y a une randonnée spéciale pour quelqu'un. Donc on a décalé ça à dimanche. Okay. Sinon chaque samedi il y a randonnée et généralement on fait les repérages jeudi ou vendredi. On balise toujours la route. Même si on connaît déjà la route, on balise toujours. Et là nous allons exactement où? On allons sur le mont Messa. On va passer par Bankolo. On va d'abord faire une petite piste sur le goudron, pratiquement 2 à 3 km. Après, on va entrer en forêt. Ok, alors on va y aller alors.
qui lance. Kilométrage. Ah bon? Ah ouais. Et c'est parti pour des heures de marche, du point de départ au quartier Tinga jusqu'au quartier Carrière. À partir de là, nous quittons peu à peu les sentiers battus pour entrer dans des zones de plus en plus difficiles d'accès. Pour Marius et Yves, c'est le moment de faire les choix nécessaires pour caler l'itinéraire définitif pour le jour J. Bon, en fait, ici, c'est un carrefour. Il y a une route qui monte par là et l'autre par ici. Moi, je préfère qu'on monte ici parce que ce côté, c'est vrai que ça monte normalement, mais ça part dans les champs de maman là. Et il y a la grosse pierre. Là où partout il y a les zèbres là, c'est une pierre. Ça serait très glissant pour monter. Donc, bien, on contourne la pierre par ici pour arriver à l'antenne. On ne va pas arriver à l'antenne directement. On va continuer la grotte ici. On va rentrer à l'intérieur de la grotte. On ressort maintenant pour arriver à l'antenne. Donc, c'était en saison sèche, on pourrait faire ce trajet. Mais comme il a plu, ça glisse. Ce ne sera pas évident pour tout le monde. Donc en fait, il y a plusieurs trajets et en fonction de l'expédition et du climat qu'il fait, vous choisissez ce qu'il y a à faire. Oui, parce qu'il faut que tout le monde se sente bien. Et le rythme, tout le monde tient le rythme, ça c'est le repérage seulement et je suis épuisé comme ça. Non, le rythme déjà, chaque personne a son cardio, ça c'est clair. Tout le monde n'a pas le même rythme. Quand on commence, en fait, c'est parce que tout le monde n'est pas là. On est entre 4 et 5 guides. On se départage, il y a une personne devant, 2 personnes au milieu, une personne qui ferme le derrière. Donc quand il y a les petits bobos et la boîte à formation, on s'en occupe. Chaque personne a son rythme, donc on marche au rythme du plus faible. En cette matinée où la pluie a été au rendez-vous à l'aube, le trajet jusqu'au sommet nous prend 2h30 minutes. Ceci après quelques glissades et pauses observées pour permettre à l'équipe technique de souffler et au guide de baliser le trajet. Une fois au sommet, il faut penser à la descente. Le chemin n'est pas le même. Il y a un chemin retour qui est moins long et moins dur que le chemin du départ. Et le retour, c'est la descente, généralement. C'est la descente jusqu'à la fin. Sauf s'il y a un parcours, il y a une petite montée pour arriver. Sinon, dès qu'on est en haut du mont, le retour, c'est la descente jusqu'au point de départ. La descente se fait donc plus en douceur et le rendez-vous est pris pour le jour de randonnée. Dimanche 19 octobre 2025, il est 7h lorsque nous retrouvons le groupe de randonneurs et les guides de Jabama Cameroun au point de départ. Tout commence par la séance d'étirement coordonnée par les guides au nombre de 3 ce jour. Puis, le top est donné pour la vingtaine de randonneurs présents ce jour-là. Au pied du mont, des dernières consignes sont données pour la suite du trajet. On va commencer à grimper. Les gens qui ont les manches longues, qui n'ont pas porté, il faut les apporter. Il y a l'alcool sauvage là-bas. Les bouteilles d'eau, on ne jette rien dans la nature. Les bouteilles vides, on met dans le sac, on rentre avec. Les manches longues, mettez déjà. On peut y aller. On peut y lancer des blagues. Marius, quand il faut Marius, hein? Il est jaloux. Qui ça? Et c'est tout en musique que la troupe amorce l'escalade dans une ambiance joyeuse et conviviale. Chacun y va à son rythme, tout en évitant de mettre trop d'écart entre les différents groupuscules qui se forment. Participante à la randonnée ce jour, Mispa Tchadé s'est lancée dans cette activité depuis 4 ans déjà. Une passion pour la randonnée qui l'a déjà emmenée jusqu'au sommet du mont Cameroun. Tout est pourtant parti de son désir d'exercer une activité sportive qui allait lui permettre de garder la forme.
D'abord, on me dit qu'il faudrait que je fasse entre la natation et la randonnée. Parce que c'est les deux sports en question travaillent tout le corps. Alors, comme je ne sais pas nager, et ma mère qui a souvent eu à faire les randonnées, je me lance dans les randonnées. Et maintenant, en tant que professionnelle de la santé mentale, je me rends compte que ça agit sur le stress, l'anxiété et la dépression. Dans la randonnée du matin surtout, dans la nature, ce que les plantes dégagent sont des antidépresseurs. Donc après m'être renseignée sur ça, et j'ai vu que c'était prouvé. Pour Marc Ndedi, c'est l'envie d'améliorer sa connaissance du terroir qui le pousse à adopter l'activité qu'il n'a plus jamais abandonnée. J'avais du mal à m'identifier sur quelques petits mètres carrés, donc j'ai voulu essayer de voir au-delà. Et chemin faisant, j'ai croisé d'autres jeunes comme moi qui pensaient pareil. Et en 2012, on avait dit notre émergence, c'est pas en 2035, c'est maintenant. Et pour être émergent, il faut connaître tout le territoire national. Donc on a commencé à parcourir le nord, le sud, l'est, l'ouest. Le jeune créateur de contenu s'est ainsi rendu compte de ce qu'il y avait à perdre en n'allant pas à la découverte d'autres horizons. Il est bête de rester assis sur son canapé et de juger sans avoir mis les pieds. Il faut sortir. La colline qu'on voit, on peut y arriver, parce que d'autres avant nous sont arrivés. Donc pourquoi pas nous aussi? Martin Luther King disait à l'époque, de vérité mémoire, lorsqu'on voit l'obstacle, parce qu'on a perdu l'objectif de vue. Mon objectif dans ma vie, c'est quoi? C'est aller au-delà des limites. Aller au-delà de ses limites, c'est aussi ce qu'a décidé de faire ce jour Laurence Annick, qui participe à sa toute première randonnée. La difficulté est bien visible sur le visage de la jeune femme qui, malgré tout, continue à braver les kilomètres qui la séparent de son but, à savoir le sommet du mont. Je suis quelqu'un qui aime les défis, remporter et relever les challenges. Et puis la nature, ça déstresse, ça revigore l'esprit. Et c'est un peu ça, quoi. Est-ce que tu penses arriver en haut? Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est pas évident, mais je vais y arriver. L'un des moments préférés des randonneurs, celui qui motive plus d'un, c'est lorsqu'après plusieurs minutes de marche ardue, l'on débouche sur un paysage pittoresque. C'est ainsi que nous arrivons à la première grotte du parcours. Occasion pour les randonneurs de faire des photos en guise de souvenir, mais aussi de souffler un peu et d'échanger avec d'autres participants. Alors, les randonneurs sont sur le fond. Quand vous voyez notre ami Yaya et puis son épouse là, c'est ici qu'ils sont rencontrés. Pendant les randonnées, ils sont mariés. Beaucoup de gens se rencontrent ici et ils vont se marier après. Au-delà des rencontres, voilà Yaya et sa fleur. Voilà, ils sont rencontrés ici à la randonnée, ils sont mariés. Donc, ils programment le jour où ils vont nous donner à manger. Parce que c'est nous, la belle famille. C'est pas nous qui sommes connus. C'est aussi les relations du business, parce qu'après, des gens vont se changer de contact ici en fonction de ce que chacun fait. Ça fait quand même des relations. Oui, par exemple, oui, voilà, par exemple, après les présentations, on peut se changer de contact et puis ça va continuer au-delà de la randonnée. Mais il faut surtout préciser que certains viennent ici rencontrent leur âme sœur et ils vont se marier et ils doivent nous donner à manger après. Pour prendre part à cette randonnée avec le groupe Jabama Cameroun, chaque participant a déboursé la somme de 4 000 francs CFA. Une somme que Virginie trouve dérisoire au vu de ce qui est proposé aux participants en termes de services.
Ceux qui pensent que le rapport qualité-prix n'est pas bon, je pense qu'il faut d'abord essayer. Parce que quand vous allez voir le mal que les guides se donnent, il faut venir parfois 2 ou 3 jours avant pour repérer, chasser le chemin, pour qu'on soit sûr d'où on va. On essaie quand même de leur faire confiance aveuglement. On sait tout juste qu'on suit le guide. Donc quand on voit le mal qui se donne, c'est des journées de privation. Et puis après quand même, c'est vrai c'est pour nous, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. Après il y a quand même une petite séparance. C'est toujours parfois le partage d'un mets local. Donc à la fin on se demande même ce prix-là, est-ce que ça mérite même? On a envie d'ajouter. Ton visa pour le Maroc, tu l'as? Rendez-vous du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Prendre soin de soi tout en passant des moments agréables au contact de la nature. C'est ce que offre le groupe Djabama Cameroun à ses adhérents. Mais triste est de constater les dégâts causés par d'autres visiteurs des lieux qui, à leur passage, laissent derrière eux des ordures qui ternissent la beauté sauvage de ces grottes. D'où l'importance de sensibiliser les populations sur la gestion responsable des ordures, la protection des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité afin de favoriser l'essor d'un tourisme durable et plus responsable. Nous reprenons la route pour le sommet du mont après cette pause qui a redonné des forces aux participants. Redonner des forces, oui, mais aussi détourner l'attention du groupe des déplacements du guide Marius au point de se laisser distancer. Une autre consigne de randonnée et pas la moindre, ne jamais perdre de vue le guide. Et là, nous nous retrouvons dans une situation où le guide Marius a disparu, il allait devant avec un groupe de personnes et nous savons quelle route prendre. Bien heureusement, il y a un deuxième guide qui arrive. Alors surtout pour ceux qui viendront aux randonnées la prochaine fois, ne perdez pas le guide de vue. On y va. Après cette petite frayeur rapidement calmée, nous poursuivons joyeusement le trajet jusqu'au sommet. Bonjour. Bonjour. Et là, nous sommes arrivés au sommet du mont Messa, l'un des monts de la ville aux 7 collines Yaoundé. Au bout d'exactement 2h13 de marche dans la forêt et à travers les collines et tous les obstacles que nous avons rencontrés, nous sommes enfin arrivés au sommet du mont Messa avec cette satisfaction d'avoir bravé les obstacles et merci pour la fleur. Alors là, nous avons une belle vue, une superbe vue sur la ville de Yaoundé, une partie de la ville de Yaoundé pour voir les quartiers de la Cité Verte, Mokolo et autres encore. Et là, nous allons prendre une minute de pause pour se désaltérer et surtout pour quelques activités organisées par le groupe de randonnée. On y va! La satisfaction se lit sur les visages alors que les guides distribuent des boissons chaudes et des encas aux randonneurs. Une grande satisfaction parce que l'effort en valait la peine. On se sent apaisé, on a relevé le défi parce que c'était vraiment très difficile pour une première fois. Mais je crois qu'une nouvelle passion est née. Donc la prochaine fois, c'est sûr, mentalement, physiquement, je serai tout ça prêt. L'activité, qui pour le moment ne rapporte pas encore comme dans d'autres pays du monde, possède pourtant un fort potentiel économique. Béatrice Mundo est une passionnée de la randonnée. Moi, je pense que si on pouvait aménager des chemins de randonnée, avoir des circuits particuliers et même homologués, parce que je vois les Français, ils ont le GR1, GR20, GR, donc c'est des chemins particuliers. On sait que pour aller là-bas, on passe comme si on connaît la difficulté et on a peut-être des arrêts où on peut rencontrer d'autres randonneurs et bavarder avec eux. Et pour moi, c'est un sport d'avenir. Les gens randonnent dans le monde entier, ils randonnent toute leur vie.
vous pouvez randonner pendant 40 ans de votre vie, 50 ans de votre vie. Et c'est ça qui est bien dans la randonnée. Abdul Karim est le promoteur de Djabama Cameroun. Il nous confie que les débuts n'ont pas été faciles du fait des préjugés et des moqueries des populations. Marcher avec des bâtons, c'est les cannes des non-voyants, c'est le pool au ski, il y a la neige au Cameroun. Beaucoup d'intrigues, beaucoup de difficultés. Mais je crois que le gros challenge est de sensibiliser les gens et de faire comprendre que ça se pratique ailleurs. Ailleurs, il y a des fédérations. Il y a des fédérations de randonnée et de marche nordique. Pourquoi pas au Cameroun? On est en train de bousculer pour avoir une fédération. On a une association nationale qui existe, Askaramano, l'association nationale de randonnée et de marche nordique qui existe au Cameroun. Il n'y a pas encore de fédération. Et pourtant, dans tout le monde entier, il y a des fédérations de randonnée. C'est un sport comme un autre, mais comme ce n'est pas culturel, c'est pas pour nous on appelle souvent le sport des blancs. Et pourtant c'est un sport pour tout le monde. Tout le monde peut pratiquer, les ados, les pré-ados, les gens du 3e âge, parce que les bâtons permettent d'avoir les appuis et équilibrent tout le monde. C'est en 2011 que le groupe de voyage et de randonnée touristique est créé par le promoteur. Une idée qui lui vient de son amour pour les voyages que lui ont transmis ses parents, mais surtout des rencontres qu'il fait pendant ceux-ci. Les randonnées, c'est pendant les voyages qu'on a rencontré des Français qui nous ont initiés à cette activité et c'est resté. On s'est mis je crois que c'est 2011 qu'on commence les premières randonnées dans la ville de Yaoundé. Parce qu'ils étaient arrivés, ils étaient surpris de voir qu'il y avait des collines à Yaoundé mais que personne n'exploitait. Alors on s'est mis à tracer les premiers parcours de randonnée. Je ne sais pas si d'autres personnes l'avaient fait, mais nous, à Djabama, c'est 2011. 14 ans plus tard, l'activité tarde encore à véritablement décoller au point de nourrir son homme. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas le faire. Parce que la logistique, pour organiser, on a souvent 30, 40, 50 personnes. Pour organiser ça, loger, nourrir les gens. Si vous ne faites pas bien votre cotation, pour vous retrouver endetté. Il y a des voyages où on appelle Yaoundé pour dire envoyez un peu l'argent, c'est chaud aussi. Bon, il faut la passion. Mais oui, si c'est bien organisé et si l'État habite bien la chose, oui, ça peut être rentable. Mais vu le porte-monnaie du Camerounais, est-ce que vous pouvez vendre le bacha à 80 000 francs, transport, loger, ça va être compliqué à rentabiliser. Donc, on fait beaucoup plus de promotion. On fait beaucoup plus de promotion dans l'optique d'avoir une autre clientèle. C'est autour d'un repas que la matinée de randonnée se termine. Des réjouissances qui laissent deviner que la prochaine fois, plusieurs répondront encore présents pour aller à la découverte d'un autre monde, d'une autre région de notre beau pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature. Après la randonnée, place au voyage. Je vous emmène au nord Cameroun, à la découverte des merveilles touristiques de cette région. Merveline Tapi, Brice Fotso et Richard Mani avaient réalisé ce voyage dans le cadre de la série de reportages consacrés au Cameroun, un musée à ciel ouvert, diffusé dans Stratégie il y a quelques années. De l'île aux Daman aux gorges de Kola, en passant par le mont Atlantika, aller à la découverte de ces paysages époustouflants et de ces moments magiques qu'il vaut la peine de vivre et surtout de découvrir à travers ce reportage inédit. Voyage. Retour sur Terre. Nous amorçons la falaise à bord d'un bus de transport en commun en direction de Garoua. Un véritable calvaire sur l'un des axes routiers les plus enclavés du triangle national. Entre poussière et nids de chameaux, on ne sait à quel sens se vouer. 278 km pour une durée de 5 heures et 10 minutes en voiture, une estimation bien loin de la réalité. La saison sèche est proche. Les maillots tarissent progressivement. Fini les grands arbres aux feuilles vertes. Dans ces plaines, la savane domine le paysage. À 33 km de Garoua, c'est un tout autre décor qui s'offre à nous.
La modernité et la tradition cohabitent en toute quiétude. Après la traversée du fleuve Benoué, nous rentrons en gare à Garoua, 8 heures de route plus tard. Retrouvailles chaleureuses entre collègues, avec Georges Lionel Messi, notre relais ici. Affamés, c'est à bord des mototaxis que nous nous rendons dans un resto du coin. Il y a les feuilles de moringa séchées, les feuilles de baobab, du kelekele, ce qu'on appelle avec du gombo séché. Ouais, mais moi je vous conseille plutôt les feuilles de baobab et le moringa. À découvrir. D'accord. Okara moringa didi, kona didi be pasko gote. Moringa didi be pasko gote. Kona didi be pasko gote. Une fraction de seconde plus tard, notre premier repas de la journée est servi. Le propriétaire des lieux, un grand fan du PSG, se fait appeler le Parisien. La spécialité, c'est le riz que nous préparons. On crase le riz, on le prépare, on fait les sauces africaines, surtout les keleng-keleng, le baobab, surtout les dosés, les folérés, le moringa, tout ça c'est notre spécialité. Un jour après notre arrivée, nous prenons la route de Guidère à 110 km de Garoua, dans le Mayo-Louti. Nous sommes en novembre 2017. Le Gouma, festival culturel guidard, bat son plein. La richesse culturelle de ce peuple est exposée dans toute sa splendeur. L'une des attractions fortes ici, c'est la danse Gouma. Loin des festivités, l'aventure nous amène aux gorges de Dekola, situé à 5 km de Guidère. À bord d'un 4x4, nous traversons des champs de coton et de mil. En compagnie de Tizi Doubla, délégué départemental du tourisme et des loisirs pour le Nord, nous sommes reçus dès notre arrivée par les responsables du site. En fait, les gorges de Kola, c'est 2 compartiments. Il y a un compartiment naturel, il y a un compartiment infrastructurel. Le compartiment infrastructurel, c'est l'ensemble constitué des boucaros d'hébergement, du bar-restaurant, des sites, des petits hangars pour des repos. En fait, ce sont des gîtes de repos. Et le deuxième compartiment, le plus important d'ailleurs, c'est le canyon, n'est-ce pas, qui a donné donc le nom au site en lui-même. Nous démarrons la visite par le compartiment naturel. Le site est en train d'être occupé de plus en plus par les populations riveraines. Donc il est plus qu'urgent de le délimiter. Et cette délimitation nous permettra également à terme de pouvoir faire des projections pour les futures infrastructures que nous voudrions mettre en place. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a entamé le processus d'aménagement de ce site depuis 2010. Estimé à environ 30 millions de francs CFA, nous avons des rampes d'accès à l'entrée et à la sortie des gorges, un hangar, un gîte de repos, un forage, des panneaux solaires et même des chambres de passage pour ceux qui souhaitent y séjourner longtemps. Le site reçoit environ 1000 visiteurs par an. Ce taux a considérablement baissé depuis la crise sécuritaire dans l'extrême nord. Les étudiants et les élèves constituent une grande partie des touristes reçus ici. Toutes les grandes écoles, n'est-ce pas, convergent ici au niveau du sud des gorges de Kola, parce que vous voyez qu'on est comme une espèce de zone tampon entre l'extrême nord et le nord. On est la frontière. Laboratoire à ciel ouvert, on est ici dans une version miniaturisée du Grand Canyon. Il faut se déchausser pour pénétrer les gorges. Conséquence des mouvements tectoniques, l'écartement des roches offre un paysage impressionnant. C'est cette faille qu'on appelle gorge. Gorge, pourquoi? Voilà, vous voyez tout de suite la relation, n'est-ce pas? Donc c'est ce long couloir, ce long passage-là qui mène, n'est-ce pas, à travers les 2 blocs de roches. C'est cela qu'on appelle gorge de Kola. À 20 mètres d'auteur, la traversée fait 1,5 km. Depuis 2011, le site a été retrocédé à la commune de Guidère, qui a mis sur pied l'Office communal du tourisme pour sa promotion. L'accès coûte 100 francs CFA pour les élèves, 200 francs pour les étudiants. Les adultes nationaux doivent débourser la somme de 500 francs CFA
et 1 000 francs CFA pour les expatriés. 1 000 francs également pour les preneurs d'images nationaux et 5 000 francs CFA pour les étrangers. Nous poursuivons notre exploration. Chaque compartiment des gorges offre un spectacle ahurissant. On y retrouve des coins insolites tels la Vierge et son voile, la chambre du diable un peu plus loin et même un cœur sculpté par l'action de l'eau. On est justement dans le cœur. C'est une zone, n'est-ce pas, qui a la forme d'un cœur, n'est-ce pas, et qui est également très sollicitée par les touristes qui font toujours une halte pour prendre une photo. Nous sommes ici dans les profondeurs des gorges de Kola, situées à 5 km de la ville de Guider. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, on y pratique également de la pêche artisanale. Il n'y a pas que la beauté, il y a également cette activité qui nourrit les populations riveraines. Et nous poursuivons notre périple dans les sites touristiques de la région du Nord. Nous quittons le paradis des roches sous l'escorte des occupants des lieux. Un an après Guider, nous retournons au nord Cameroun à la découverte de lac d'eau. Le climat est clément ce mois de décembre. Gare routière de Gong, nous attendons le chargement. C'est à bord de ce petit véhicule que nous effectuerons le voyage 4 par banc. On fait le plein avant de prendre la route. La commune de Lac d'Eau, dans le département de la Benue, est située à 65 km au sud de Garoua et couvre une superficie de 2250 km². Mama Abakaï est le maire de cette commune. Dans toute la région du Nord, vous n'aurez pas un lac artificiel d'une superficie de 700 km². Qui dit lac dit l'eau, et quand il y a l'eau qui est mixée aux montagnes, le lac crée des plages, les montagnes à côté décorent le lac et vous vous trouvez comme aux Antilles. Si on est à Lac d'Eau, on n'a pas besoin d'envier quelqu'un qui est à Kribi ou à Limbe. Donc, l'État même a voulu développer ce potentiel touristique de Lac d'Eau en construisant un campement Lelodama. Les samedis et les dimanches, avec vraiment la pression des visiteurs à Lac d'Eau, très tôt dans la matinée, avant midi, vous verrez que tous les kiosques, tous les circuits ont pris des cartes. On vous dit qu'il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus de cartes parce que les gens ont tout consommé. Donc voilà un peu comment le tourisme et certains objets comme les filets, les pirogues que les gens fabriquent, les pagaies que les gens fabriquent sont emportés tous les samedis et les dimanches par des touristes. Donc voilà d'une manière palpable comment le tourisme contribue à améliorer donc le panier de la ménagère et même la bourse de nos pêcheurs et de nos agriculteurs. Premier arrêt, la station nautique. Encore en chantier, Oumarou est chargé de la construction du toboggan géant. Il a une hauteur de 4,20 m avec une distance de 18,80 m. Ok, ça chute quoi, à 18,80 m avant d'aller dans le réservoir d'eau. Daniel, quant à lui, se charge de la piscine. La piscine est sur 5 mètres sur 11. Et le grand bassin est à 1,80 m, le petit bassin à 1 mètre. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas encore dire que la canne a été annulée parce que les travaux ne sont pas encore arrêtés. On accélère même plus tôt. Des chantiers importants qui créent de l'emploi pour les populations locales. Donc, même si je ne gagne pas beaucoup et c'est que c'est quelque chose de bien de mon village, je peux le faire
parce que c'est pour mon village, c'est pour changer mon village. Il y a des jours que je gagne, souvent par journée, je gagne 15 000. Comme je travaille le parpaing compté, il y a des fois que je fais monter 500 parpaings par jour. Le bâtiment que vous voyez là, c'est moi qui ai conçu. J'ai fini dans une semaine de monter le parpaing ici. Le travail, ça marche et ça a changé ma vie. Dans une semaine que je me retrouve, que je sors des fois maximum de 50 000, je vois que je dépasse même certains fonctionnaires. Ces jours de marché à Lac d'eau. Au bord du lac, l'activité bat son plein. Nous prenons en location une pirogue à moteur, 10 000 francs la traversée du lac. 2 km à parcourir ici sur le lac de Lac d'eau et nous sommes en route pour l'île aux Daman. À côté de moi, Yaya, un riverain et guide touristique aussi, qui va nous parler un peu de ce merveilleux site où nous nous trouvons. Alors, nous sommes sur le lac et ça mesure quel kilomètre? Oui, c'est à peu près 2 km de l'île aux Daman. C'est magnifique l'île aux Daman. Bon, il y a des Blancs qui viennent faire les touristiques, ils passent tout le temps et sont là, nous sommes là comme ça, dans les belles vies de l'île aux Daman. Combien coûte le trajet de la berge des côtes de Lac d'eau jusqu'à l'île? Les traversées, oui, 10 000. Il y a aussi 20 000 francs, il y a aussi des fois 30 000. Et vous recevez à peu près combien de touristes par mois? Bon, des fois, au moins 4 ou 3 touristes qui viennent. Ah, là, ce sont les étrangers? Oui, oui. Et les locaux? Et il y a les locaux, chaque semaine, ils viennent. Surtout à Garoua, samedi et vendredi. Il y a aussi les élèves et consorts des autres fonctionnaires qui viennent. Est-ce qu'on peut dire que ce tourisme fait vivre le coin? Oui. S'il vient quand même, nous sommes vraiment satisfaits à tout temps. Bon, comme ce n'est pas ouvert, on va d'abord donner au délégué Alimatou Tidjani. Peut-être elle va aussi faire quelque chose pour les Blancs qui vont venir. Le temps d'un après-midi, on se croirait en vacances à Bora Bora ou aux îles Caïmans. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes sur l'île aux Daman, au Cameroun. Le site est en réhabilitation en vue de la CAN, tel que nous l'explique Franck Ounoudi, responsable des lieux. L'île aux Daman est là depuis peut-être apparemment 15 ans, je crois. Mais c'est là où on a eu trop de problèmes de gestion. Il fait un temps, ils avaient envoyé un colonel là, retraité qui avait géré peut-être juste pour une période d'un an ou 1 an et demi. Bon, ça n'allait pas et subitement, l'ex-ministre Baba Amadou l'avait dit d'arrêter la gestion. Et à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu quelqu'un pour gérer. Et ça continue toujours à se délabrer. La population est estimée à 1000 habitants sur cette île qui doit son nom à cette espèce protégée, les damans, dont la chasse est interdite sur l'île. À une pagaie de là, nous accostons au lagon bleu. Avec sa plage privée, des chambres avec vue sur sur le lac, il compte parmi les destinations mythiques du pays. On dénombre plus de 70 sites touristiques dans la région du Nord, donc 30 dans la capitale régionale. Ici comme ailleurs, l'accès aux différents sites reste un problème majeur. René Danzabé est le délégué régional du tourisme et des loisirs pour le Nord. Les touristes se plaignent du problème d'accès à cause du réseau routier qui est extrêmement dégradé. J'en veux pour preuve, par exemple, le tronçon qui part de la ville de Garoua pour la ville de Poli, qui va dans la ville de Lac d'eau.
et qui va aussi dans le département du Mayo-Louti. C'est des routes qui demandent à être réhabilitées pour permettre aux touristes d'avoir accès facile à ces sites touristiques-là. Entre 2010 et 2012, on a recensé plus de 45 000 touristes par an dans cette région. Un chiffre qui a connu une chute vertigineuse après la crise sécuritaire Boko Haram. On a atteint l'un des chiffres les plus bas en 2016, soit 16 000 visiteurs. En matière de sécurité, des efforts louables ont été faits de la part du gouvernement. C'est vrai qu'en face, il y a les chancelleries occidentales qui ont formellement interdit à leurs ressortissants de visiter la partie septentrionale du Cameroun. Mais en réalité, même concernant l'insécurité, nous savons très bien que c'est par effet d'entraînement que le phénomène Boko Haram a fait en sorte que la région du Nord ressente cela. Mais en réalité, nous n'avons, depuis le début de la crise de Boko Haram, enregistré aucun cas d'incident lié à cette insécurité-là. Dans la région du Nord, je peux le dire aujourd'hui, est exempt de tout acte d'insécurité. Les touristes peuvent vaquer avec sérénité à leurs occupations touristiques sans se faire inquiéter. Avec les travaux liés à la Coupe d'Afrique des Nations dont Garoua habiterait l'un des sites, nous avons vu une certaine hausse, un certain engouement, une certaine hausse d'arrivée de touristes qui nous a permis d'arriver à près de 20 000 touristes par an en 2018 et qui a fait en sorte que des rentrées financières assez énormes ont été enregistrées et qui ont permis à doper un peu l'économie locale et même au niveau national. Après Guider et Lagdo, nous voici à Tchamba, dans le département du Faro, l'arrondissement de Beka, au pied des monts Atlantika, à proximité de la frontière avec le Nigeria. C'est d'ailleurs le Naira, la devise ici utilisée. Après une nuit paisible, l'hospitalité et la générosité des gens d'ici agrémentent notre réveil. Le Lamido, absent pour des raisons professionnelles, nous a confié un guide pour notre séjour. Après une balade sur le Faro, dont la moitié à Tari, nous prenons part à la Fantasia, organisée sur la place du village. Le cheval, c'est le symbole du pouvoir dans la chefferie traditionnelle Peul. Et c'est aussi le matériel de guerre. La fantasia se fait par plusieurs moments. Ça peut être avant la guerre, pour voir si les chevaux sont en forme pour affronter l'ennemi. Et ça se fait aussi pour célébrer la victoire. Donc il y a donc différentes phases de cette cérémonie-là qui tendent de la danse des guerriers, la danse des princes, la danse du chef. Après la Fantasia, nous effectuons une visite du musée du Lamida de Tchamba. Le musée de Lamida de Tchamba avait été attaqué par le feu. Et puis tout ce qui était à l'intérieur de ce musée-là avait été consommé par le feu. Et actuellement, c'est l'actuel Lamido qui est en train de reconstituer ce musée. Et la particularité de ce musée est que tout ce que vous voyez, c'est l'outil de guerre. C'est le fusil, c'est des arcs, c'est des gestes, c'est des arcs. Donc, et de là, il est en train de reconstituer ce musée-là. Là, c'est pas le grand musée n'est même pas là. Ça, c'est juste un stock qu'on est en train de garder, mais l'autre musée, il n'est pas là. On n'a pas retrouvé les clés, c'est derrière là. Donc, c'est ça, juste à titre de démonstration. Tout ce que là, vous voyez, ça, c'est l'habit de guerre. Tout ça. Oui, c'est fabriqué par les guerriers eux-mêmes. Là, on n'a pas besoin de mettre les guerriers là-dedans, c'est un habit blindé. Ici, dans la salle d'accueil,
une partie du gouvernement conduit par le Premier ministre. Tchamba a toujours été la ville touristique du Grand Nord. Depuis le Safari Tour, il y avait une agence de tourisme là qui s'appelait Safari Tour. Même dans le net, ça existe aujourd'hui. Mais depuis longtemps, il n'a pas pu envoyer les clients ici. Mais depuis là, on avait les touristes, jusqu'à avoir d'autres agences de tourisme jusqu'à aujourd'hui qui amènent toujours les touristes ici. Le taux de fréquentation des touristes ici a vraiment baissé aujourd'hui, très compliqué à expliquer. Mais avant, en 2011, ici, du mois de juillet à septembre, on a enregistré 700 touristes. Les monts Alantika traversent également un autre petit village qui attire notre curiosité, Wangai. Sa Majesté Balo Mahaman y règne depuis 2009. La grande partie des populations ici, c'est les Koma. Nous avons au moins 80% de la population, c'est les Koma. Donc, leur origine, bon, je ne sais pas, leur origine est incertaine, mais on a grandi ici ensemble. Et ils ont grandi avec nos parents, soumis nos doléances, disons, à la hiérarchie. Nous avons des problèmes de route. Bon. Et puis, nous voulons également passer par vous, par les médias. Comme on dit que les médias, bon, c'est le quatrième pouvoir. Donc, c'est l'occasion pour nous. Donc, c'est ça qui fait l'handicap dans ce département. Donc, s'il y avait une route qui passait du Goudron jusqu'au Nigeria, parce que les Nigérians ont pris, disons, le soin de goudronner jusqu'à la limite avec le Cameroun. Si le Cameroun aussi pouvait faire comme ils ont fait, comme eux, disons, mettre le goudron jusqu'à la limite. Donc, chez eux, à la limite, il y a des grands hôpitaux, il y a des routes goudronnées, il y a des grands marchés. Donc, c'est peut-être pour attirer les Camerounais peut-être à rejoindre le Nigeria. Bon, si le Cameroun aussi pouvait goudronner à partir du carrefour là, bon, jusqu'au niveau de la frontière. Le lendemain, nous touchons des doigts cette réalité. C'est à bord de moto que nous empruntons cette piste poussiéreuse pour nous rendre au pied des monts. Une barrière mystique protège l'accès au village Kouelo. Issa, notre guide pour cette étape, nous précède. Et à quelle altitude? Dans chaque village, il faut protéger. Il faut protéger contre les mauvais gens, mystiquement. Mystiquement, tels que la rougeole, et puis le rhume, la maladie épidémique. Donc, mystiquement, un monsieur, il peut peut-être que la maladie là est de l'autre côté, comme la rougeole est entamée, le village comme Maïwa. Donc, un monsieur, mystiquement, il va apporter dans le village, dans un autre village. Donc, à partir de là, quand les enfants tombent malades, les plus petits, ils ne peuvent pas résister, surtout comme il a apporté des poisons. Donc, ça va tuer les gens. En cette circonstance, quand déjà avant la récolte, il faut faire la barrière. C'est-à-dire au moment quand le monsieur, il veut mystiquement, puis il apporte les mauvaises choses telles que composé de la maladie de la rougeole, donc arrivé de longue distance, le paysan va le prendre. Oui, et il va mourir. Il va mourir quand il ne se déclare pas que voilà ce qu'il a apporté. Et s'il déclare, les vieux vont se réduire, ils vont venir, on va l'enlever. Et puis il va payer le dommage. Notre présence suscite la curiosité du peuple Koma. À 300 km environ de Garoua, nous sommes à 500 mètres d'altitude sur les 1885 que mesurent les monts Alantika. On est à Koilo, là où on fait visiter les clients au mont Alantika, quand on est au bord de la montagne, parce que d'autres clients ne marchent pas jusqu'au sommet. C'est juste on fait la visite, c'est-à-dire la marche, on utilise parfois les motos. La marche de 25 minutes à moto, après on fait la marche de 30 minutes à pied, doucement.
jusqu'à arriver au village de Koilo comme ceci. Et là, ici, bon, on est avec la population du village, on visite le moulin traditionnel, et puis il y a aussi le grenier, on utilise le feu traditionnel et la douche locale. Chaque fois que les clients viennent ici, on est là, on nage dans l'eau cascade. Nous sortons des livres pour vivre l'histoire en grandeur nature. En plus du moulin traditionnel, le cache-sexe fait encore partie des habitudes vestimentaires ici. On se sert encore de la pierre polie pour faire du feu. Et les vifs sont conservés dans ce grenier. Mais le clou du spectacle, c'est ici, dans les entrailles de la terre, la douche locale bordée de marbre. Ici, on est à Koilo. Chaque fois quand on arrive ici avec les clients, on fait un peu le tour à partir de 11h, 12h. On est un peu fatigué pour se reposer à cause de la forte chaleur. On descend à la douche locale. On fait la cascade, c'est ça. On fait la cascade, on nage ici. L'eau est fraîche, et naturellement, naturellement, ça c'est la douche locale, c'est-à-dire la douche du village. C'est ça qui attire beaucoup les clients. Vous recevez au moins combien de personnes ici par mois ou par jour? Oui, avant il y avait assez de clients, mais le trouble du Nigeria, de Bokram, ça a un peu freiné le développement et même maintenant que Bamenda aussi. C'est ça qui peut, on n'a pas assez de clients. Sinon, avant, il y avait des clients. À partir de cette période, pendant 3 mois, décembre, janvier, février, on avait assez de clients. On pouvait avoir combien de personnes par jour? Bon, on ne peut pas dire par jour. Peut-être on peut dire par mois, peut-être 15 à 7 groupes. Oui, et de différentes nationalités. On a souvent des groupes de combien? Le minimum, c'est combien? 10, 20? Oui, il y a le plus nombreux. C'est 20, 22, les plus nombreux de groupes, de grands groupes, je peux dire. Nous avons gardé le meilleur pour la fin et c'est depuis ce décor paradisiaque au pied des monts Alantika que nous mettons un terme à notre odyssée entre les régions de la Damawa et du Nord Cameroun. Nous espérons que le voyage vous a plu et vous donnons rendez-vous très prochainement dans votre émission pour de nouvelles découvertes des merveilles du Cameroun. Et comme on le dit ici en compagnie de mon ami Ika, Teka Teka. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Stratégie. Merci à vous de nous avoir prêté une oreille attentive. Nous espérons surtout vous avoir inspiré quelques loisirs pour cette période de fête que nous souhaitons particulièrement joyeuse pour vous. Bonne fête de la Nativité surtout et pourquoi pas bonne année 2026 par anticipation. Stratégie revient dans un mois avec le même plaisir pour vous emmener en voyage encore à la découverte des mutations de l'économie camerounaise. D'ici là, bonsoir. Rendez-vous du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.